Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice 1 tombé en Polynésie en 2022, le jour 2, le sel d'oseille. Un exercice sur 10 points portant sur le schéma de Lewis, les réactions acide-base, diagramme de distribution, Python, le titrage pH métrique et indicateur coloré. D'abord l'introduction. Le sel d'oseille est une substance chimique présente sous forme d'un solide cristallin blanc, incolore et inodore. Il était historiquement extrait de certaines plantes, telles que l'oseille ou la rhubarbe. On le nomme aussi, en nomenclature officielle, l'acide éthane-dioïque, ou plus communément acide oxalique. Cette substance est actuellement utilisée dans l'industrie pour la création de polymères, mais peut aussi être employée dans de nombreux autres domaines, produits nettoyants, répulsifs à frelons en apiculture, etc. L'objectif de cet exercice est de valider deux hypothèses sur le type d'acidité de l'acide oxalique, puis dans un second temps, de retrouver la formulation de cet acide dans un produit ménager. Partie 1, première hypothèse, l'acide oxalique est un diacide fort. Quelques données, un tableau qui donne les électronégativités des atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, la formule semi-développée de l'acide oxalique, et question 1.1, donner la définition d'une espèce acide selon Bronsted, puis justifier le terme diacide pour l'acide oxalique. Un acide selon Bronsted est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Pourquoi l'acide oxalique est un diacide? C'est parce qu'il porte deux groupements caractéristiques d'un acide, les groupements carboxyles, COOH. Un ici et un autre ici. Il sera donc capable de libérer 2 fois H+. 1.2, représentez sur votre copie la représentation de Lewis de l'acide oxalique ainsi que celle de l'une des deux autres formes acido-basiques. Justifiez le caractère acide des atomes d'hydrogène de la molécule. Donc, 3 choses à faire. Donc, je repars de la formule semi-développée que je mets en formule développée, donc en séparant juste les hydrogènes. Et pour indiquer la représentation de Lewis, il faut ajouter les doublés non liants. Il y en a 2 sur chaque atome d'oxygène. Pour faire une des deux autres formes acido-basiques, c'est-à-dire un ion oxalate, il faut enlever un des H+, ce qui fait qu'il va rester au moins, et on met les doublés non liants. Voilà, il y en a 2 sur chaque atome d'oxygène et 3 sur celui-ci, puisque en tout il doit y avoir 4 doublés. Comme il y a un doublé liant, il y a 3 doublés non liants. Et la charge négative entourée pour bien la distinguer. Donc ça, c'est une des deux autres formes acides. On aurait pu enlever ce H au lieu d'enlever celui de ce côté-là, mais ça aurait été la même chose puisque la molécule est symétrique. Par contre, on peut enlever les deux et obtenir aussi cette forme-ci. Il faut enfin justifier le caractère acide des H+. Donc ça, c'est dû à la polarisation des liaisons OH. Comme l'électronégativité de l'atome d'oxygène est supérieure à celle de l'atome d'hydrogène, l'oxygène va avoir une charge partielle négative et l'oxygène une charge partielle positive. Ce qui fait que cet hydrogène peut plus facilement partir sous forme de H+, puisqu'il a déjà une charge partielle, donc il peut récupérer la charge totale plus facilement. « 1.3. Donner les deux couples acide-base associés à l'acide oxalique, puis donner la particularité de l'espèce chimique présente dans les deux couples. L'acide oxalique nous est donné dans le sujet sous sa forme semi-développée. Je vais écrire la formule brute de l'acide oxalique. Donc C2O4H2. Il peut perdre, cet acide, un atome d'hydrogène à un proton H+, et dans ces cas-là, il devient C2O4H-. Et ce C2O4H- peut aussi perdre un proton H+, et il devient C2O4-. C2O4H- est une base dans ce couple-là et un acide dans le deuxième couple. C'est donc une espèce chimique amphotère ou un ampholyte.
Au laboratoire, on mesure la valeur du pH d'une solution d'acide oxalique de concentration en acide apportée C0 égale 5,0 fois 10-2 mol par litre. La valeur du pH obtenue est alors de 1,47. On souhaite modéliser la transformation chimique entre l'acide oxalique et l'eau en émettant l'hypothèse que l'acide oxalique se comporte comme un diacide fort. On notera AH2 l'acide oxalique et A2- l'ion oxalate. 1.4. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Donc on sait qu'on a AH2 au départ qui réagit avec l'eau et qui devient A2-. Lui perdant H+, ça veut dire que H2O gagne H+, et devient donc H3O+. Et comme AH2 pour devenir A2- doit perdre 2H+, et bien il nous faut 2H2O et on va obtenir 2H3+. On suppose que ça se comporte comme un diacide fort, donc ici on met une flèche simple, puisque un acide fort va avoir une réaction totale avec l'eau. 1.5. En déduire que dans le cas de l'hypothèse précédente, la valeur de la concentration en quantité de matière en ion oxonium H3+, est égale à 1,00 fois 10-1 mol par litre. On pourra s'appuyer sur un tableau d'avancement. Je ne vais pas faire de tableau d'avancement là, puisque si on regarde l'équation de la réaction, chaque AH2 va permettre de produire 2 H3O+, ce qui veut dire que la concentration de H3+, sera égale à 2 fois C0 à l'état final. Et comme C0 est égal à 5 fois 10-2, 2 fois 5 fois 10-2, ça fait 1,00 fois 10-1 mol litre-1, ce qu'il fallait démontrer. On a une donnée, la concentration standard C0 est égale à 1,0 mol litre-1. Il faut faire attention, la concentration standard elle est notée C0 ici, C avec un petit 0 en haut, et la concentration en acide oxalique elle est notée C0 avec le 0 en bas. Attention de ne pas confondre les deux. C'est un peu piégeux dans cet exercice. 1.6. À l'aide du résultat précédent, calculer la valeur du pH théorique de la solution, puis justifier l'hypothèse que l'acide oxalique est un diacide fort n'est pas valide. Donc on sait que pH c'est moins log de concentration en H3+ sur C0. Et la concentration en H3+, on vient de montrer qu'elle est égale à 1,0 fois 10-1 mol par litre. On n'a plus qu'à remplacer, ça nous fait un pH de 1. Comme le pH mesuré est de 1,47, ça veut dire que la concentration réelle des ions H3+ est inférieure à celle de l'hypothèse. Celle-ci n'est donc pas valide, parce qu'on n'a pas la même valeur de pH pour l'hypothèse et la mesure réelle. Partie 2. Deuxième hypothèse, l'acide oxalique se comporte comme un monoacide faible en solution. Quelques données. La concentration en acide apportée C0 de la solution d'acide oxalique est de 5 fois 10-2 mol litre-1. La valeur du pKa de la première acidité est pKa1 égale 1,2. L'équation de la réaction associée à la première acidité, c'est AH2 plus H2O donne AH- plus H3+, avec une double flèche, parce que c'est un équilibre. Le rappel de la valeur expérimentale du pH de la solution d'acide oxalique, mesuré 1,47. 2.1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de l'espèce AH- avec l'eau associée à la deuxième acidité. Donc c'est presque la même que la première, sauf que l'acide cette fois-ci c'est AH- qui réagit avec H2O et qui est en équilibre avec A2- plus H3+. AH- perd H+, H2O gagne H+. Question 2.2. À l'aide de la figure 1, déterminer la valeur du pKa de la deuxième acidité de l'acide oxalique. On peut le faire directement, mais là je vais expliquer d'où ça vient. Donc, si on écrit la constante d'acidité pour cette deuxième acidité, c'est-à-dire pour cette équation-là, on va obtenir A2- à l'équilibre fois concentration de H3+ à l'équilibre divisé par concentration de AH- à l'équilibre fois C0 pour qu'il n'y ait pas d'unité dans le cas A2. Quand A2- est égal à AH-, ces deux grandeurs étant égales, on va pouvoir simplifier et il va nous rester KA2 égale concentration de H3+ à l'équilibre sur C0.
c'est-à-dire moins log de Ka2 qui est égal à moins log de concentration d'H3+ sur C0. Moins log de Ka2 c'est pKa2 et moins log de concentration d'H3+ sur C0 c'est pH. Donc on a pKa2 qui est égal à pH quand A2- est égal à H-. Quand on a des concentrations égales, c'est-à-dire sur le graphique quand on est ici. On a la même quantité de AH- que de A2-. Et donc notre pKa2 est de 4,3. On peut aussi confirmer le fait que pKa1 est égal à 1,2 puisque pour la première acidité, on est placé ici. 2.3. À l'aide de la figure 1 et de la valeur du pH réel de la solution, donner le pourcentage approximatif de chaque espèce chimique présente dans la solution, puis justifier que l'on peut émettre l'hypothèse selon laquelle l'acide oxalique se comporte comme un monoacide. Le pH réel de la solution, c'est 1,47. On se place donc à 1,47 ici, et on va déterminer graphiquement la concentration des différentes espèces chimiques présentes dans la solution. Donc pour AH2, on est ici un peu moins de 35%, donc environ 34%. Pour AH-, c'est le petit pointillé, on est ici un peu plus de 65%, donc 66%. Et pour A2-, on est à 0%. Après, il faut être logique, la somme totale ici, ça doit faire 100%. Comme ça marche. Donc on a déterminé le pourcentage approximatif, maintenant il faut justifier le fait qu'on peut supposer que c'est un monoacide faible. Donc, comme il n'y a pas de A2-, ça veut dire que la deuxième acidité ne se produit pas, il n'y a que la première réaction, et on peut donc considérer AH2 comme un monoacide, qui va se transformer en AH-, uniquement. Et tant qu'on n'a pas dépassé en gros un pH de 2, 2,5, ça va fonctionner. Dans le cadre de cette deuxième hypothèse, nous allons essayer de retrouver la valeur du pH théorique de la solution. Question 2.4. À partir de l'équation de la réaction présentée en données, exprimez la constante d'acidité Ka1 en fonction des concentrations des différentes espèces chimiques à l'équilibre. L'équation elle nous est donnée dans le sujet, et donc Ka1 va être égal à la concentration de A- à l'équilibre fois concentration de H3+ à l'équilibre, divisé par concentration de AH2 à l'équilibre, fois C0 pour qu'il y ait mol par litre, divisé par mol par litre, fois mol par litre. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'unité pour Ka1. 2.5. À l'aide de la question précédente, justifiez que la concentration en ion oxonium, notée H, vérifie l'équation du second degré suivante. H carré plus Ka1 fois H moins Ka1 fois C0 égale 0. Avec H qui est égal à la concentration de H3+ à l'équilibre. C'est la question la plus difficile de ce sujet. On va donc partir de l'expression de Ka1 qu'on vient de trouver. Et donc il nous faut les relations entre les différentes concentrations, AH2, AH-, AH3+, pour pouvoir les mettre en fonction de H. Et pour ça, sans tableau descriptif de l'avancement du système, ça semble difficile. Donc on va faire ce tableau. On met l'équation qui nous est fournie. Ça veut dire que dans la première colonne, on va avoir ici la quantité de AH2, dans la deuxième colonne celle de H2O, ici celle de H- et ici celle de H3+. La quantité initiale de AH2, je vais la noter Ni. H2O c'est le solvant, donc on n'aura pas besoin de s'en occuper, il est en excès. Et la quantité de H- est égale à 0, celle de H3+ est à peu près égale à 0. Il y a toujours des H3+ dans l'eau. On peut mettre 0, en fait, sa concentration va être très très faible. Ici, ils disparaissent un par un, donc on va avoir Ni moins X, et ici, ils apparaissent, donc on va avoir X et X. Et donc, lorsqu'on est à l'équilibre, on aura Ni moins X sec ici, X sec et X sec ici. Cette quantité ne sera pas nulle à l'état final. On n'est pas dans le cas d'une réaction totale. Donc on ne peut pas déterminer l'équilibre à partir de la quantité de départ Ni de AH2. Par contre, on va pouvoir le déterminer à partir de la quantité de H3+. Et d'après le tableau, on voit que la quantité de AH- sera égale à la quantité de H3+, et elle sera égale à X sec.
Ce qui veut dire que la concentration de H- sera égale à la concentration de H3+, qu'on note H. Donc déjà, on a notre première partie. Il nous faut la quantité de AH2. À l'équilibre, elle est égale à Ni moins Xsec, c'est ce que nous montre le tableau. Ce qui veut dire que la concentration de AH2, qui par définition est égale à la quantité de AH2 divisée par le volume, elle va être égale à Ni moins Xsec sur V. Ce qui fait Ni sur V moins Xsec sur V. Ni sur V, puisque Ni c'est C0 fois V, ça nous fait C0, et Xsec sur V, c'est la concentration de H3+, puisque Xsec c'est la quantité de H3+. Donc divisé par le volume, on obtient la concentration de H3+, c'est-à-dire C0 moins H. Maintenant qu'on a ça et ça, on va pouvoir remplacer dans Ka. Sachant que l'objectif c'est d'obtenir ça. Donc, concentration de AH- à l'équilibre, c'est H. Celle de H3+, c'est aussi H, c'est ce qu'on a montré ici. Et la concentration de AH2 à l'équilibre, c'est C0 moins H. C0 moins H, le tout fois C0 ici. Attention aux deux C0, comme je disais tout à l'heure. Ce C0, il est égal à 1,0 mol par litre. Ici, il n'apparaît pas, donc ça veut dire qu'ils ont remplacé par 1. Multiplié par 1, c'est comme ne rien faire. Ça nous donne ça. Ça nous donne K1 égale H carré sur C0 moins H. On multiplie par C0 moins H des deux côtés. Ça permet de l'éliminer de ce côté-là, de le faire passer de l'autre côté. Ça nous fait K1 fois C0 moins H égale H carré. On développe la parenthèse. Ça fait K1 fois C0 moins K1 fois H égale H carré. J'ajoute K1 fois H des deux côtés, ça le fait passer de l'autre côté. Donc ça nous fait K1 fois C0 égale H carré plus K1 fois H. Et on enlève K1 fois C0 des deux côtés, ça nous fait 0 égale H carré plus K1 fois H moins K1 fois C0. Ce qui est la même chose que ça. Donc on a montré ce que l'on voulait démontrer. Pour retrouver la concentration en oxonium, nous utilisons un code Python incomplet donné à la figure 2, permettant de calculer directement la concentration H en oxonium ainsi que la valeur théorique de la solution. En fait, ce code, il va résoudre l'équation du second degré en calculant delta et en donnant une solution en faisant moins b plus racine de delta sur 2a, comme vous faites en maths. Donc 2.6. Il faut compléter la ligne 4 du code Python par la formule permettant au programme de calculer la valeur de la constante d'acidité K1. On vient d'en trouver une formule avec H carré, mais H on ne le connaît pas. Le but du programme c'est de déterminer H justement. Par contre ici on demande à l'utilisateur de fournir la valeur de pKa1. Donc ça veut dire qu'il faut indiquer ici la formule qui permet de calculer K1 à partir du pK. La relation générale, c'est K égale 10 puissance moins pK. Ce qui veut dire qu'on va écrire dans la ligne ici, K1 égale 10 étoile étoile moins pKa1, puisque l'exposant se fait avec étoile étoile, la fonction puissance. 2.7. À l'aide du résultat calculé par Python et des données, justifier le fait que l'acide oxalique se comporte bien comme un monoacide faible. Le programme Python nous donne un pH final de 1,48. Le pH expérimental mesuré est de 1,47. On a une valeur très proche. Donc l'hypothèse est vérifiée. L'acide oxalique se comporte bien comme un monoacide faible. Partie 3. Formulation de l'acide oxalique. Lors de l'achat de l'acide oxalique, on peut le trouver sous deux formes différentes. Dans un cas, il peut être pur. Dans l'autre, il peut se trouver sous forme dihydraté. Un agent de laboratoire trouve un récipient contenant un solide blanc portant une étiquette avec la mention acide oxalique, sans autre précision. Ne sachant pas si le produit est dihydraté ou non, il décide de faire un titrage par suivi pH métrique d'une solution aqueuse de ce solide. Pour cela, il fabrique une solution connue par dissolution d'une masse d'acide oxalique, M égale 0,27 g, avec une incertitude U de M égale 0,01 g, dans une fiole jaugée de volume V égale 100,0 ml, avec une incertitude type
U de V égale 0,1 ml. On a des données. L'incertitude U de X sur une grandeur X, lorsqu'elle est obtenue par d'autres grandeurs indépendantes, s'écrit, pour l'opération de division, si X égale Y sur Z, alors l'incertitude type sur X, elle est égale à X fois racine carrée de U de Y sur Y, le tout au carré, plus U de Z sur Z, le tout au carré. U de X est aussi appelée incertitude type composée pour l'opération de division. Les autres incertitudes types sont souvent issues de l'évaluation de type B, avec une seule mesure. Ensuite, on a un tableau qui regroupe les informations sur les deux formulations d'acide oxalique, avec la formule brute, la masse molaire, les pictogrammes de sécurité et le type d'utilisation. 3.1. Calculer la concentration en masse Cm de la solution fabriquée accompagnée de son incertitude type U de Cm. Donc on va reprendre les données qui sont indiquées dans le texte. Pour calculer la concentration en masse, c'est simple, on fait la masse divisée par le volume. Donc on a 0,27 g divisé par 100 ml, ce qui fait 0,100 litres. Ça fait 2,7 g litre au moins 1. Il faut aussi calculer l'incertitude. Donc on applique la formule fournie à notre situation. On va avoir l'incertitude type sur la concentration en masse qui sera égale à la concentration en masse fois racine carrée de U de M sur M, le tout au carré, plus U de V sur V, le tout au carré. Il ne reste plus qu'à remplacer puisque tout nous est donné. Cm, on vient de le calculer. U de M, c'est 0,01 g sur M, 0,27 g au carré, plus U de V, 0,1 ml sur 100 ml. Ce qui compte, c'est que les unités soient les mêmes. Je n'ai pas transformé en litres. C'est pas nécessaire, puisqu'il n'y aura pas d'unité pour le résultat qui sera ici, à condition que les deux unités soient les mêmes. Le tout au carré, et ça fait, quand on l'a fait à la calculatrice, environ 0,1 g litre au moins 1. Je vous rappelle qu'on ne garde qu'un seul chiffre significatif pour l'incertitude. Donc on peut écrire Cm sous la forme 2,7 plus ou moins 0,1 g litre au moins 1. L'équation support du titrage est C2H2O4 plus 2HO- donne C2O4 plus 2H2O. Il faut justifier le coefficient 2 devant les ions hydroxydes dans l'équation de réaction. L'acide oxalique, c'est un diacide, donc il est capable de libérer 2 protons H+, il va donc falloir 2 ions hydroxydes pour pouvoir faire réagir chacun des protons. « 3.3. Il faut donner une caractéristique indispensable à la transformation chimique afin que l'on puisse l'utiliser lors d'un titrage direct. Donc il faut que la transformation soit totale et rapide et spécifique. Il suffit de donner un des deux. 3.4. Après avoir défini l'équivalence, donnez la relation entre les quantités de matière des espèces titrées N-titrées et titrantes N-titrantes à l'équivalence. Définition. L'équivalence est le changement de réactif limitant. Le mélange est alors stoichiométrique au moment de l'équivalence. L'équation de la réaction qui nous est donnée, c'est ça. Donc ça veut dire que, à l'équivalence, la quantité initiale de C2H2O4 est divisée par 1, parce que le nombre stoichiométrique est de 1, est égale à la quantité de HO- ajoutée à l'équivalence, divisée par 2, puisque le nombre stoichiométrique est de 2. Ça, c'est dans le cas de cette équation. Et donc, N titré, c'est L, N titrante, c'est L, donc ça nous fait N titré sur 1 égale N titrante sur 2. L'agent de laboratoire prélève un volume V égal à 20 ml de la solution fabriquée précédemment. Il la titre à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière, concentration de HO- égale 0,10 mol litre au moins 1. La courbe de dosage par titrage pH métrique est présentée à la figure 3, ici. On a l'évolution du pH et la dérivée du pH qui est en bleu ici et qui permet de trouver l'équivalence, le volume à l'équivalence directement.
On a des données, un tableau regroupant une liste d'indicateurs colorés ainsi que leur zone de virage, du bleu de bromothymol, du rouge de crésolol, de la phénylphthaléine et de l'hélianthine. 3.5, il faut proposer le nom d'un indicateur coloré convenable ainsi que le changement de couleur obtenu lors de l'équivalence si l'agent de laboratoire avait choisi un titrage colorimétrique. Pour un titrage colorimétrique, il faut choisir un indicateur coloré où le pH à l'équivalence est compris dans la zone de virage. Donc on va regarder où est le pH à l'équivalence. Le problème avec cette courbe, c'est qu'il y a deux possibilités. Je vais donc vous faire les deux solutions. Première solution, pour trouver le pH à l'équivalence, on va utiliser la méthode des tangentes. On trace une tangente à la courbe avant l'équivalence, puis sa parallèle juste après l'équivalence, et on cherche la droite qui est au milieu des deux. Donc je prends un segment, pas besoin de le prendre perpendiculaire, on peut, mais ce n'est pas une obligation. On cherche le milieu de ce segment, et on trace la droite qui passe par ce milieu, elle est pile au milieu des deux autres droites. Et elle coupe la courbe du pH en fonction de la concentration au volume équivalent qui va se retrouver ici. Et donc si le volume équivalent est ici, le pH à l'équivalence est ici. Donc par cette méthode, le pH à l'équivalence est d'environ 8. Et comme il faut que pHE soit dans la zone de virage de l'indicateur coloré, eh bien, on va choisir celui-ci, c'est-à-dire le rouge de crésolol, qui va passer, parce qu'il faut préciser le changement de couleur, du jaune au rouge. Il sera orange pendant l'équivalence. Mais il y a une deuxième solution. On va utiliser la dérivée. Donc le volume à l'équivalence, on va le trouver ici. Et puis il suffit de regarder, à ce volume à l'équivalence, on a ce point-là. Donc, j'en déduis que le pH à l'équivalence, il est ici. Il est de 9,8. Même chose, il faut que pHE soit dans la zone de virage. 9,8, ben je vais choisir celui-ci. C'est-à-dire je vais choisir de la phénylphthaléine, qui est incolore en milieu acide, et puis sa couleur basique est rose. Elle va donc passer de l'incolore au rose. Donc deux solutions qui nous donnent des résultats différents. Ce qui compte, c'est que vous justifiez votre réponse. C'est-à-dire de dire que le pH à l'équivalence doit être dans la zone de virage de l'indicateur coloré. Et que vous déterminiez le pH à l'équivalence à partir du graphique en justifiant votre valeur. Et en indiquant comment vous l'avez trouvé. Pour la question suivante, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. La démarche suivie est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Donc ça veut dire que même si vous n'arrivez pas au bout, vous avez intérêt de marquer des choses. Ça ne peut que vous rapporter des points. 3.6. À l'aide de la figure 3, déterminer la concentration en quantité de matière en acide oxalique, puis justifier si le solide initial est dihydraté ou non. Donc déjà, première chose, il faut déterminer le volume à l'équivalence. Qu'on le fasse par la méthode des tangentes ou par la dérivée, de toute façon on va trouver la même valeur, on va trouver environ 8,6 ml pour le volume à l'équivalence sur ce graphique. Déjà rien que marquer ça, ça vous rapporte une partie des points de cette question. Ensuite on va utiliser la relation qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire n titré sur 1 égale n 30 sur 2, avec n 30 qui est égal à, puisque c'est l'hydroxyde de sodium, à la concentration en HO- fois le volume à l'équivalence, et n titré qui est égal à la concentration en C2H2O4 fois le volume initial pris qui était de 20 ml. Donc ça nous donne, si on remplace là-dedans, concentration de C2H2O4 fois V égale concentration de HO- fois VE divisé par 2. On divise par V des deux côtés pour l'éliminer de ce côté-là et avoir la concentration de C2H2O4 égale concentration de HO- fois VE divisé par 2 fois V. Attention à ceux qui vont trop vite et qui écrivent directement une relation entre les concentrations et les volumes. Là, on a un facteur 2 à cause du nombre stoichiométrique qui sert à équilibrer cette équation. Les valeurs, on les a dans le sujet ici, et le volume équivalent qu'on a trouvé tout à l'heure, il ne reste plus qu'à remplacer. Donc concentration de HO- c'est 0,10 mol litre au moins 1. Je multiplie par 8,6 ml
qu'il faudrait que je mette en litres, si tout va bien pour être cohérent avec ça. Mais comme on va rediviser par des millilitres, les deux unités ici vont s'éliminer, il ne restera plus que celle-là, donc je peux ne pas faire la conversion. On peut aussi la faire, si on n'est pas sûr de soi, il vaut mieux la faire. Donc divisé par 2 fois V, qui est 20 millilitres. Le calcul fait, ça nous donne la concentration en acide oxalique de 2,15 fois 10-2 mol litre moins 1. J'ai gardé un chiffre significatif de trop, mais c'est un calcul intermédiaire, donc c'est pas plus mal. Pour calculer la concentration en masse, et donc la comparer à ce que j'ai prélevé, ça me fait concentration en quantité de matière fois la masse molaire. On va le calculer pour les deux cas. Le cas de l'acide oxalique pur, donc la masse molaire est de 90 g par mol, ce qui fait 2,15 fois 10-2 fois 90, 1,94 g litre moins 1. Et pour l'acide oxalique dihydraté, on obtient 2,15 fois 10-2 fois 126, qui fait 2,71 g litre moins 1. La concentration qu'on avait trouvée à la question 3 points était de 2,7 g litre moins 1, ce qui va correspondre au 2,71 qu'on a ici, et donc on en déduit que l'acide oxalique était dihydraté. Voici pour cet exercice, long mais très complet.